Mhm. On est en live. Bonjour Yann. Salut Maud. Salut. On se revoit pour l'acte 2, puisqu'on a fait une interview la semaine dernière. Je t'ai planté, littéralement. Tu es resté seul comme un pingouin dans le désert. On est en Puisque j'ai live. fait. Yann. Oula, on est complètement décalé. C'est que j'essaye de partager sur ma page. Mais il faut couper le son. Ouais. Et j'ai fait un malaise. Voilà, donc j'ai dû quitter le live, mais c'était rien, c'est passé tout seul. Et on va faire l'acte 2 parce que du coup, on n'avait pas pu aller au bout de tout ce que tu avais envie de dire. Alors, on avait fait le point sur ton histoire, sur la chronologie, ta position de lanceur d'alerte Pôle emploi, pour resituer. En revanche, aujourd'hui, on voulait parler plutôt, puisque depuis 2009, tu t'étais spécialisé dans la culture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sinistrose. Et tu avais besoin de parler de leur mobilisation. Donc, on t'écoute. Ouais, je voulais juste dire que par rapport à la semaine dernière, habituellement, sur les plateaux de télé, c'est l'invité qui quitte le plateau quand il n'est pas content. Mais j'étais contente, hein. Juste, je suis tombée raide. Ok. Oui, je voulais avoir une pensée pour le monde de la culture, le monde du spectacle aujourd'hui, puisqu'il y a une grosse mobilisation un peu partout en France. Parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui on est un petit peu plus déconfiné qu'avant, par contre, il y a beaucoup de gens qui sont toujours empêchés de travailler, et notamment donc les professionnels du spectacle. Il y a aussi évidemment la restauration qui est concernée, et ça devient quand même de plus en plus dramatique. Alors évidemment, il avait été prévu une réouverture des salles à partir d'aujourd'hui, 15 décembre, et puis finalement la situation sanitaire est pas assez bonne. Alors effectivement, on voit que les entrées en hôpitaux remontent, et donc le gouvernement a décidé de jouer la prudence, peut-être un petit peu trop à l'excès par rapport au spectacle, puisqu'il a déjà été démontré scientifiquement que les salles de spectacle ne sont pas un lieu de contamination, parce que les gens, les spectateurs ne parlent pas, ils ont un masque, ils sont éloignés un petit peu les uns des autres, etc. Malgré tout, bon, et la ministre, d'ailleurs, Roselyne Bachelot, s'est pas bien expliquée. Elle a dit oui, effectivement, les salles de spectacle ne sont pas des lieux de contamination, mais alors c'est assez fumeux, mais bon, il y aurait trop de rassemblements. Alors, est-ce qu'elle parle des transports en commun? J'en sais rien, mais en tout cas qu'elle parle, qu'elle s'explique avec les professionnels du spectacle. Elle pourrait faire, par exemple, une fois par semaine, une visio publique où elle répondrait aux questions, où elle écouterait les besoins et où elle expliquerait bien le pourquoi de ce maintien de fermeture. Donc ça, c'est pas fait, et donc tous les professionnels du spectacle ont raison de se mobiliser aujourd'hui. Moi, je pourrais pas y être parce que là, je suis avec toi, Maud, et à 18h, donc mais je les soutiens vraiment. Et il faut savoir que, alors, si les intermittents du spectacle ont bénéficié d'un maintien de leur indemnisation, c'est ce qu'on appelle l'année blanche, ça n'empêche qu'ils perdent tous des revenus chaque mois, ce qui les met en difficulté, parce qu'ils n'ont plus le cumul avec leur revenu de travail, avec le revenu de leur contrat. Donc déjà, ils sont tous impactés, ils sont tous dans une plus grande précarité qu'auparavant. Et puis, il y a surtout aussi des gérants d'entreprises de prestations techniques, par exemple, qui là, carrément, hier, je discutais avec un gérant qui va être au RSA à partir du mois prochain, à partir du mois de janvier. Donc, ils ont des familles à nourrir, ils ont des traites à payer. On leur propose de reporter le remboursement de leur crédit, etc. Mais tout ça, ça n'est que reporter le problème et les plonger dans une angoisse de plus en plus forte de jour en jour. Voilà, donc je voulais avoir une pensée pour eux. Et puis, justement, je voulais en appeler à une trêve des confineurs. Parce qu'on connaît la trêve des confiseurs depuis la fin du 19e siècle, qui consiste à donc arrêter les combats, à faire l'appel le temps des fêtes de fin d'année, Noël et puis le premier de l'an. Là, je pense qu'on aurait grand besoin d'une trêve des confineurs. Donc les confineurs, évidemment, sont nos gouvernants, ou en tout cas ce fameux conseil de défense qui semble décider de tout le temps pour tout le monde. Il y aurait vraiment des gestes, des actes d'apaisement
par exemple, pour ce qui concerne Pôle emploi, de renoncer à cette fameuse réforme qui n'a plus de sens aujourd'hui, qui était une réforme adaptée à un contexte où il y avait de plus en plus d'opportunités d'emploi, où il y avait de moins en moins de chômage. Sur certains territoires, on était quasiment arrivé au plein emploi, comme en Bretagne, mais c'est plus du tout le cas. Et ça va mettre du temps à revenir à la normale. Donc, c'est une vraie provocation, moi, je trouve, de maintenir cette menace de réforme avec ce calcul violent pour justement les gens qui sont dans des parcours de par leur métier qui s'exercent par intermittence. Et là, je ne parle pas que du spectacle, je pense aux extras dans la restauration, aux saisonniers. Donc, à quoi bon là, il est question de mars. Madame Borne, la ministre du Travail, a dit on reviendra dessus en mars. On tient à cette réforme, on tient à cette nouvelle méthode de calcul. Mais enfin, c'est irresponsable. Il y a plein de gens qui sont en détresse actuellement, qui sont dans l'angoisse, et on en rajoute avec cette menace. Eh bien, voilà, la trêve des confineurs, bien au-delà des fêtes de fin d'année, le temps que la situation revienne à la normale, ce serait de dire, bon, ok, on renonce à cette réforme et par exemple, on remet d'ailleurs le rechargement à 150 heures et non pas 610 heures, puisque actuellement on est sur des règles un petit peu hybrides par rapport à la réforme de 2019. Mais le rechargement de droit aux allocations chômage à 150 heures, il a été supprimé et donc maintenant il faut retravailler 4 mois à temps plein. Mais actuellement, il y a beaucoup moins de travail, il y a beaucoup plus de gens inscrits. On est à 7 millions d'inscrits à Pôle emploi et il y a beaucoup moins d'opportunités d'emploi. Donc, je veux dire, il faut aider ceux qui arrivent à travailler un petit peu, qui sont en fin de droit, qui arrivent à retravailler 150 heures et leur permettre d'avoir un petit rechargement d'un mois. Voilà, ce serait quand même bienvenu humainement. Donc, il y a cette réforme de l'assurance chômage, mais pour ce qui concerne Pôle emploi, il y a aussi les contrôles de recherche d'emploi. Ouais. Ils se sont, de sources internes, je sais qu'ils se sont presque intensifiés. Ils sont repartis de plus belle depuis le déconfinement de mai dernier. Enfin, c'est une folie, là aussi. On a des gens qui sont dans l'angoisse, qui ont des difficultés à retrouver un emploi parce qu'il y a moins d'opportunités. Et puis qui sont enfermés chez eux, qui sont dans l'isolement, etc. Et en plus de ça, on les menace de couper leurs allocations chômage pendant un mois. Mais enfin, est-ce que la trêve des confineurs, c'est une revendication de la mobilisation d'aujourd'hui ou c'est une idée vraiment que tu lances comme ça, toi, perso? Non, alors c'est une idée que je lance aujourd'hui, mais les professionnels de la culture aujourd'hui attendent des réponses des gouvernants et en particulier de la ministre de la Culture, attendent aussi de nouvelles dispositions par rapport à l'année blanche qui ne va pas suffire. Hein, puisque le décret date du 29 juillet. Depuis le 29 juillet, il y a quelques professionnels du spectacle, notamment dans l'audiovisuel, qui ont pu retravailler. Mais il y a surtout beaucoup, et d'ailleurs on nous a donné, Pôle emploi a donné les chiffres lors de la dernière réunion du comité d'écoute des salariés intermittents, fin octobre, a donné les chiffres, et donc beaucoup de gens sont à peu près à 50% de ce qu'ils font habituellement. Donc il y a de grandes chances que d'ici août, et de toute façon on ne sait pas du tout, actuellement les salles sont fermées, le contexte sanitaire n'est pas bon, donc pour le 7 janvier, rien n'est moins sûr par rapport à une réouverture. Fin janvier, on ne sait pas non plus. Est-ce que beaucoup de gens vont se faire vacciner peut avoir peur de ce vaccin, puisque Emmanuel Macron disait l'autre jour dans son interview à Brut notamment qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur ce vaccin. Il fallait pas de recul. Lui-même, Emmanuel Macron, dit attention à ce vaccin. Donc je suis pas sûr que les gens se précipitent sur ce vaccin. Bon, cela dit, on en saura plus début janvier. Déjà, on aura du recul pour savoir s'il fonctionne vraiment, si ça infléchit les tendances. Mais on ne sait pas du tout quand le spectacle va pouvoir repartir. Alors je pense que le jour où il pourra repartir, il repartira à fond. Hein, je pense que beaucoup de gens attendent de retourner au cinéma, de retourner à des concerts, de retourner au théâtre, etc. Donc je suis pas inquiet. Et puis on a toujours vu qu'en temps de crise économique, le spectacle se maintenait bien. Hein. Il a toujours été depuis des années en progression chaque année. On sait que les gens vont presque un peu plus au cinéma
en temps de crise économique. On pourrait se dire, bah, c'est une dépense superficielle. Ben non, parce que les gens ont tout simplement besoin de morale, hein, plutôt que de se suicider. C'est peut-être mieux de se détendre. Bah oui, non, mais c'est peut-être mieux de se détendre avec voilà, un bon film ou un bon concert, etc. Donc c'est pour ça que je suis pas inquiet, moi, dès lors que la situation reviendra à la normale, mais pour le moment, c'est pas le cas du tout. Donc on attend des réponses aussi par rapport à l'année blanche. On attend aussi un vrai décryptage sérieux par Pôle emploi, parce que il y a eu un espèce de truc de mis en ligne au mois d'août, et puis plus rien. Alors je vois plein de questions d'intermittents qui sont inquiets, qui comprennent rien aux nouvelles règles. Je vois de la désinformation parce qu'il y a des gens qui pensent avoir compris ou qui sont passés à côté de certaines choses. Bon, bref, c'est pas tellement la question, parce qu'on a encore une fois un opérateur, une institution que tout le monde paye, que tous les Français payent pour faire un travail, c'est Pôle emploi. Et Pôle emploi n'a pas fait pour le moment bien son travail, loin de là, par rapport aux intermittents du spectacle, dans l'information, dans le décryptage, voilà, pour que les gens voilà, soient sereins, y voient clair, au moins par rapport à l'année blanche et donc à la perspective du 1er septembre 2021. Parce que les intermittents du spectacle, c'est déjà un statut qui est difficile, hein. C'est des vies en dents de scie, avec des rentrées d'argent parfois, pas toujours. C'est déjà pas simple d'être intermittent. On nous impose un quota d'heures. Parfois, il faut faire des stages AFDAS pour compenser, blablabla. C'est déjà un méli-mélo terrible. Donc là, est-ce que toi, perso, tu reçois des coups de fil de gens qui te questionnent sur l'évolution, sur la prise en charge par Pôle emploi? Et qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, à part un appel de la ministre, ce serait bien qu'elle s'adresse à eux de temps en temps, quand même, directement. Mais qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, comme je disais la semaine dernière, en fait, ce que je réponds à tout le monde, et pas qu'aux intermittents du spectacle, à tous les usagers de Pôle emploi, c'est que pour le moment, les services de Pôle emploi sont pas du tout sécurisés. Hein, donc, il faut vraiment être très prudent, se méfier, et dans l'idéal, aller voir dans les textes, aller voir soi-même dans les textes. Hein, alors, c'est pas toujours évident, c'est un peu ouais. soir d'aller sur. Quel texte alors, par exemple? Sur les J-France, par exemple, le décret du 29 juillet sur l'année blanche pour les intermittents du spectacle, le décret du 14 avril aussi, qui est en lien avec ce décret sur l'année blanche, pour ce qui est d'aller voir tout simplement le règlement d'assurance chômage 2019 avec les annexes 8 et 10. Alors, il y a eu très peu de changements hein, pour les intermittents du spectacle en 2019. Et qu'est-ce qu'ils en font de ces documents quand, une fois qu'ils les ont, ils contactent Pôle emploi, ils y vont avec ces lois, ces décrets en disant on n'est pas dans les clous, vous respectez pas la loi. C'est ça? C'est ces démarches-là qu'il faut faire? Déjà, Pôle emploi, quand il y a un doute, Pôle emploi devrait systématiquement, si on leur demande évidemment, mais devrait systématiquement donner les références pour qu'on puisse vérifier, que n'importe quel usager puisse vérifier ou faire vérifier par quelqu'un d'un petit peu plus expert ou un petit peu plus à l'aise avec les références juridiques. Hein. Donc déjà, ce serait une première chose. Et puis, de l'autre côté, les usagers peuvent aussi aller chercher des références et puis les montrer à Pôle emploi et dire mais moi je comprends pas, là, dans ce texte, ça a l'air de dire ceci, et vous me dites cela. Alors, expliquez-moi. Hein. Donc, évidemment, c'est pas non plus l'idéal d'obliger les gens à aller se coltiner les textes de Légifrance. Encore que, je le rappelle, ils sont plus intelligibles qu'on le croit. Hein. Par exemple, le code du travail, il est très simple à comprendre. Oui, c'est lisible. Oui. Voilà, faut pas que ce soit si repoussoir. Quand Pôle emploi vous fait un courrier avec des références juridiques là qui font peur et qui font sérieux, allez vérifier, parce que moi j'ai remarqué que bien souvent qu'il y avait cette astuce de Pôle emploi, si on veut, enfin, on peut parler d'astuce, comment dire, de faire peur et de faire en sorte que c'est l'air vrai, qu'une réponse ait l'air vraie, en mettant des références juridiques. Et quand on regarde les références, elles n'ont rien à voir avec la choucroute. Donc, il y a de la roublardise, très clairement. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller vous-même voir je vois une question, voir les textes. Oui, Rosé. Bonjour Rosé, bienvenue. Rosé, il a toujours des questions à poser. Il te demande, donc on finit ta phrase, donc il ne faut pas avoir peur des textes de loi, ils sont extrêmement intelligibles, tu as donné des références, et pourquoi pas imprimer le texte qui concerne votre situation en tant qu'intermittent, toquer à la porte de Pôle emploi en disant vous n'êtes pas dans les clous, j'ai des droits, et en ce moment vous ne faites pas vos devoirs.
Rosé demande, après le dernier cache investigation, pour ceux qui l'ont vu, qui démontre que les services d'action civique remplacent régulièrement des postes d'agents dans le Pôle emploi, entre autres services publics, est-ce que tu confirmes que cette situation, et qu'est-ce que tu en penses? Alors, je confirme complètement, et ça fait des années que ça dure. Moi, j'ai toujours été choqué par ces services civiques qui sont très nombreux dans chaque agence et qui font le travail le plus difficile en agence, qui est le travail en zone d'accueil. Alors déjà où l'hiver, il fait souvent froid et l'été très chaud. Hein. Donc déjà, c'est pas confortable. Ces jeunes-là sont quasiment debout toute la journée. Ils sont au contact des usagers qui parfois sont un peu agressifs. Il y a même des cas de harcèlement sexuel envers les jeunes filles ou envers les jeunes hommes d'ailleurs, parce qu'il y a une promiscuité puisque ces jeunes-là, ces jeunes services civiques aident les usagers sur les postes informatiques. Donc forcément, il y a une proximité physique. Et puis évidemment, les usagers posent plein de questions à ces services civiques auxquels ces services civiques ne peuvent pas répondre. Ils ne sont pas formés, donc ils sont mis en difficulté. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais, le poste le plus dur, le plus ingrat, entre guillemets, mais nécessaire, mais absolument nécessaire et très utile. Et donc, ça arrange tout le monde à Pôle emploi qu'on mette ces petits jeunes qui sont payés 580 € par mois, c'est tout, sans droit au chômage après leur service civique. Il n'y a aucune cotisation là-dessus. Pendant que nous, les conseillers, on est payés 2000, 2005, 3000 € net par mois. C'est totalement indécent. Hein. Et donc, voilà. En plus, ce sont des jeunes adorables, mais quelque part, c'est eux qui acceptent ce qu'on leur propose, ces missions de service civique. Donc, il faudrait tout simplement que les jeunes refusent. Et puis là, il n'y aura plus de service civique. Si Pôle emploi n'arrive plus à trouver de jeunes, il n'y en aura plus. Hein. Mais voilà, ils sont en difficulté. Ils n'ont pas le droit au RSA. Hein. Je rappelle que le RSA, c'est 500 € et que le service civique, c'est 580 €. C'est curieux, c'est quasiment le même montant. Hein. Là, c'est un genre de RSA, mais sous contrainte forte de travailler, pas à temps plein, mais une vingtaine d'heures par semaine quand même. Enfin, voilà, c'est très sous-payé. Moi, je me suis mobilisé à plusieurs reprises, y compris quand j'étais lycéen, contre toutes les idées là de SMIC jeune. Alors, à l'époque de Balladur, c'était le CIP, je crois. Il y a eu le CEP, le CPE, contrat première embauche. CPE, ouais. Je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais voilà, on a essayé à plusieurs reprises, plusieurs gouvernements ont essayé de nous refiler ça, voilà, bon, je vais rester poli, mais en tout cas, à chaque fois, il y a eu une forte mobilisation et ça n'a jamais été mis en œuvre. Sauf que là, c'est passé crème, comme disent les jeunes, justement. C'est passé crème, ce truc de service civique, qui est pire qu'un SMIC jeune, puisqu'on est à la moitié d'un SMIC. Donc c'est un truc de dingue, mais et puis alors je suis même pas sûr que se mobiliser dans la rue contre ça suffise, puisqu'on voit bien maintenant avec la Macronie qui ne recule devant rien, qui passe en force. J'ai un camarade l'autre jour qui prenait l'exemple d'une falaise et qui disait d'habitude on s'arrête au pied de la falaise, mais Macron lui s'arrête pas. Ben non, effectivement, Macron c'est un genre de foreuse. Il continue à creuser, puis à la fin tout s'écroule, évidemment. Non, mais là, Pôle emploi va être extrêmement sollicité. On avait parlé la dernière fois. Évidemment, il y a beaucoup de gens, même s'ils n'ont plus vraiment confiance en Pôle emploi et qui vont en soupirant à leur rendez-vous avec Pôle, souvent ils ne sont pas aidés, ils se débrouillent par eux-mêmes. Mais là, de n'apporter aucune solution, d'être obligé soi-même de faire les démarches des textes de loi, il y a des gens que ça va plonger dans de la non-assistance à personne en danger, clairement, psychique et matériel dans leur vie économique. Donc toi, on en avait parlé la dernière fois, on n'a pas si longtemps que ça, tu es en train de créer une asso et tu cherches des juristes aussi pour pouvoir répondre, puisque tu continues, même si tu as été licencié pour faute grave, puisque tu as trop aidé les gens. Tu continues à le faire et tu voudrais créer cette structure pour les conseiller finalement. Ouais, l'idée, c'est de créer une asso pour continuer ce que je fais encore tous les jours. Hein, depuis mon licenciement, tous les jours, je continue à aider des usagers de Pôle emploi en difficulté avec leur agence. Donc là, je le fais à titre citoyen. Mais moi, mes propres droits aux allocations chômage vont s'arrêter un jour. Donc, il faut que je sécurise ma situation. Et puis, donc, l'idée, c'est de créer une asso sparadrap.
c'est-à-dire une asso qui a vocation à disparaître le plus vite possible. Quand Pôle emploi fera bien son travail partout en France, il n'y aura plus besoin d'assauts comme celle que j'envisage de créer début 2021. Il faut savoir que pour les intermittents du spectacle, il y a une boîte privée qui existe depuis des années, qui fait payer, alors ça dépend en fait du montant des allocations des intermittents, mais on va dire que c'est l'équivalent d'une journée d'allocation par mois, donc ça peut être 30, 40, 50 euros par mois, qui fait payer pour le boulot de Pôle emploi, pour informer sur les allocations chômage, etc. Mais enfin, c'est quand même un truc de dingue. On paye déjà tous une institution, puis les gens sont obligés de payer une deuxième fois pour avoir les bons conseils, etc. Mais c'est absolument pas normal. Donc moi, l'objet de mon asso, ce sera donc de continuer à aider individuellement des gens. Là, c'est le côté de très court terme, des gens qui sont en détresse. Ce sera aussi, le cas échéant, d'accompagner les gens dans leur procédure judiciaire contre Pôle emploi. Donc effectivement, ça passera par un inventaire, par un carnet d'adresses d'avocats, par de bons conseils, voilà, sur l'aide juridictionnelle, etc. Comment payer ses frais juridiques, etc. Mais je pense qu'il faut que Pôle emploi s'attende à être de plus en plus bombardé de procès, parce que s'il y a que ça pour les faire changer de pratique, ben on va y aller. Sinon, c'est la violence. Moi, je veux pas la violence. Donc, il y a les tribunaux. Voilà. Ouais, la pauvreté, la précarité, c'est une mère nourricière de violence. Bien sûr. Et la violence, c'est le 4e niveau de résolution d'un conflit. Le 3e niveau, c'est la justice. Donc, essayons la justice avant la violence. Pour ma part, donc, j'ai saisi la justice par rapport à la diffamation de mon directeur régional en juillet dernier. Donc, le procès, c'est le 9 février. J'ai pas encore saisi la justice, mais je compte le faire le plus vite possible là, d'ici fin janvier, on va dire 2021 par rapport au prud'homme. Donc ça, c'est pour ma petite situation individuelle. Et puis donc, moi, j'invite les usagers aussi, quand ils ne s'en sortent pas, eh bien, à solliciter l'aide d'un avocat et puis à engager une procédure. Voilà. Soit au tribunal administratif, soit au tribunal d'instance ou de grande instance, ça dépend de la problématique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut casser la peur, parce que c'est vrai qu'on est dans une période de peur, que les textes de loi, c'est un langage parfois qui peut faire peur et qu'on pense réservé à des juristes professionnels. Attaquer Pôle emploi en justice, ça peut faire peur. Il faut casser la peur. Et puis, plus il y aura de dossiers, plus il y aura de gens qui s'insurgeront contre, finalement, le fait qu'ils ne soient pas exemplaires et qu'ils travaillent mal. Peut-être que les choses vont changer. Mais finalement, là, il faut désobéir à des ordres parce qu'ils sont pas sains. C'est pas sain de mal répondre à quelqu'un qui a une demande et qui a des droits. Regardez ce qui s'est passé par rapport justement à la réforme d'assurance chômage. Donc par rapport à ce mode de calcul là. Donc c'était toujours dans le tube pour début janvier, là dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il devait y avoir la mise en œuvre de ce nouveau mode de calcul très violent. Et puis des camarades, je pense à Samuel Churin, qui est un comédien et qui fait partie de la coordination des intermittents et précaires. Je pense à Rosemarie Péchala, qui est une ancienne conseillère Pôle emploi, qui depuis 10 ans fait un travail formidable avec notamment son site Recours Radiation et qui aide tous les jours aussi des usagers de Pôle emploi en difficulté. Voilà, plein de gens se sont rassemblés avec des avocats, et ils sont allés au Conseil d'État, ce qui est un recours juridique, et ils ont gagné. Et donc la réforme, en tout cas sur le mode de calcul, a été annulée par le Conseil d'État. Donc voilà l'efficacité du recours en justice. Ils auraient pu aussi choisir, voilà, de faire un gros barouf dans la rue, pourquoi pas, donc une manif, etc. Mais là, en l'occurrence, ils ont choisi la voie juridique qui a fonctionné. Voilà. La voie juridique, c'est aussi des frais, ça engage des frais aussi. C'est compliqué, ça engage des frais, les démarches juridiques aussi. Et quand on a besoin d'attaquer Pôle emploi, c'est souvent parce qu'on ne retombe pas sur nos pattes et économiquement. Donc ressortir des frais, c'est compliqué aussi. Alors, par rapport à ça, l'idéal par rapport à l'asso que j'envisage de créer avec évidemment d'autres personnes, c'est le principe d'une asso. L'idéal, c'est qu'on puisse avoir des fonds pour aider aussi financièrement les gens qui notamment n'ont pas le droit à l'aide juridictionnelle ou pas à 100%, donc qui seraient empêchés, faute de trésorerie, d'engager une procédure.
Voilà, donc l'idée, ça sera d'avoir un maximum d'argent qui rentre dans les caisses de l'asso. Alors, je rassure tout le monde, moi, je ne suis pas intéressé par les choses d'argent, ça se saurait. Sinon, Oui, ça serait là. à Pôle emploi, j'aurais joué la carte perso, j'aurais joué la carte de l'augmentation annuelle, la carte de la promotion pour devenir chef et avoir une meilleure paie, etc. Donc de toute façon, voilà, j'ai toujours pris le parti de la plus grande transparence, notamment quand il y a eu une cagnotte. Voilà, j'ai montré mon compte en banque, j'ai montré que j'avais mis ces 900 euros de côté. Là, j'ai sorti 500 euros dans le cadre de la procédure en diffamation, donc je vais sûrement ça, faire une copie écran. Voilà, moi, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai lu quelque part il y a quelques jours, oui, comme quoi, peut-être mon intention, c'était justement de gagner de l'argent avec cette aide, toutes mes démarches, etc. Non, non, de toute façon, si je monte une asso, je pense qu'il faudra du temps, ne serait-ce que pour que je puisse me dégager un SMIC. Mais encore une fois, l'objectif, ce sera aussi d'aider donc les usagers dans leur recours juridique. Alors, en parallèle de cet assaut, j'ai des projets d'ouvrage, donc un projet qui a déjà débuté. C'est un projet d'ouvrage sur l'impact psychologique de Pôle emploi sur les usagers de Pôle emploi. À l'intérieur, ok. Sur les conseillers, à l'intérieur des agences, ouais. Exactement. Bon, l'INSERM m'avait démontré en 2014 qu'il y avait de 10 à 14 000 morts prématurées chaque année de personnes en situation de chômage et que le suicide est 2 fois plus élevé chez les personnes en situation de chômage. Voilà, il y a un certain nombre de pratiques, des conseillers notamment, qui peuvent avoir un impact très positif aussi, et ce sera l'occasion de le dire, qui peuvent littéralement changer la vie des gens. Et c'est extraordinaire quand on a un métier qui peut permettre de changer la vie des gens. C'est fabuleux. C'est, moi je surkiffe hein, évidemment quand quelqu'un, voilà, moi c'est ma plus grande récompense quand quelqu'un me dit je vais beaucoup mieux qu'avant grâce à vous. Même si bon, parfois je trouve ça exagéré et que c'est pas grâce uniquement à moi etc. Mais en tout cas voilà, on peut avoir un impact très positif, mais évidemment on peut avoir aussi un impact très négatif, désastreux, voire dramatique. Voire oui, tragique. il y a des conseillers qui, enfin moi, mon expérience personnelle déjà suffit, qui plombent. Hein. Alors là, vous sortez de Pôle emploi, vous allez encore plus mal qu'avant. Il y a zéro solution. On vous propose des jobs aux antipodes de vos savoir-faire. Parfois, oui, parfois ça peut rendre les gens malades. C'est des institutions qui sont censées aider et qui sont financées par la totalité des citoyens et du peuple et qui sont à leur service. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est monstrueux, c'est plus acceptable du tout. Alors, du coup, j'ai mis sur ma page Facebook, tout le monde peut aller voir, donc un petit extrait. Voilà, c'était un petit essai pour voir la réaction des gens, voir si ça intéressait. Moi, j'ai jamais écrit de livre encore. T'es en train, tu te réinventes auteur. Alors, je ne serai pas tout seul normalement sur cet ouvrage puisque j'ai été contacté par une psychologue de Rennes. Du travail? Non, alors deux formations, je sais plus. Elle a travaillé comme psychologue du travail. Ouais. Et aujourd'hui, elle est psychologue clinicienne. D'ailleurs, elle a une méthode qui est très intéressante, c'est les consultations en marchant. Et quelque part, c'est ce qu'on a fait tous les deux. On a marché pendant 2 heures un jour, donc voilà, un petit peu dans la nature. Et c'est vrai que c'est très agréable et que ça permet d'avoir des idées. C'est la méthode qu'on retrouve dans Jimmy P, le très bon film de Desplechin. Ah ok, je connais pas. Ouais, c'est très très beau. Et du coup, vous allez coécrire, ouais. Cette personne-là, oui, voilà, on va travailler tous les deux. Alors, on ne sait pas exactement encore de quelle manière on va articuler notre travail à 4 mains, mais en tout cas, voilà, elle apportera son regard de clinicienne et son expérience aussi de psychologue du travail. Il se trouve qu'elle a des amis qui sont conseillères Pôle emploi actuellement, donc elle n'est pas hors sol du tout, elle n'est pas déconnectée de la réalité. Et c'est quelqu'un avec qui c'est très agréable de travailler parce qu'elle percute très vite, voilà. Et en même temps, elle a un esprit critique, même par rapport à moi. Voilà, comment dire, elle m'éclaire sur peut-être des petites contradictions, des petites choses comme ça. Donc c'est très intéressant d'avoir des garde-fous. Ouais, c'est important. C'est important. Et puis cet ouvrage, tu prévois de
de l'écrire dans l'année 2021? Parce que pour le coup, ça va être un petit peu urgent de faire le constat du désastre Pôle emploi. Ben, le plus tôt possible. Voilà, il faut que je trouve le temps de m'y coller sérieusement. Donc il y a cet ouvrage-là. Il y en a un autre derrière, un autre projet d'ouvrage là sur tous les aspects, un ouvrage qui sera un petit peu plus technique sur tous les aspects justement juridiques et judiciaires, avec plein d'exemples, avec voilà, pour rassurer les gens, pour quelque part les encourager à se défendre en justice, etc. Ne pas se laisser faire. Donc là, je suis en contact avec une journaliste professionnelle qui a déjà fait plein de choses sur Pôle emploi. Donc on va voir si je travaille avec elle ou si je travaille seul, ou on verra. Mais donc c'est un autre projet d'ouvrage. Et puis j'ai un troisième projet, mais qui là, c'est pas la priorité, parce que là c'est plus un ouvrage philosophique. C'est un ouvrage sur ma philosophie polyarchiste. Bah Voilà. oui, développe, vas-y, développe. Quelle est ta philosophie polyarchiste? Parce que alors toi, vraiment, hein, tu as vécu, pour ceux vraiment qui n'ont pas vu l'acte 1, tu as quand même bien lancé l'alerte et tu l'as payé très très cher. Donc j'imagine que tu as développé une philosophie derrière tout ça, c'est-à-dire? Ben, en fait, c'est une alternative au hiérarchisme et à l'anarchisme. Le hiérarchisme, alors c'est un mot qu'on emploie pas trop, mais moi je fais bien la différence entre le hiérarchisme et la hiérarchie. La hiérarchie sont des missions qui sont nécessaires, des missions de coordination, de surveillance, de sanction, même le cas échéant. Pour moi, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas fonctionner sans police, sans justice, etc. Sinon, c'est la vie sauvage. On ne peut pas fonctionner sans loi, sinon c'est la vie sauvage. On peut faire toutes les bêtises qu'on veut sans être puni, sans être empêché. Donc, il est nécessaire qu'il y ait des missions dans toute organisation aussi, des missions pour avoir une vision d'ensemble, pour assurer la cohérence d'ensemble de la stratégie, etc. Donc moi, je ne suis pas anarchiste de ce point de vue-là. Je suis pour qu'il y ait des missions hiérarchiques. Le problème sont les gens qui occupent ces missions et leur état d'esprit. C'est ça le gros problème. C'est des gens qui cherchent toujours la supériorité dans leurs relations humaines, hein, qui cherchent à se placer en tant que personne supérieure aux autres. Voilà. Et on retrouve ça aussi dans plein d'autres domaines, dans le domaine familial, dans le domaine dans le domaine scolaire, dans le domaine, voilà, qui va être supérieur à l'autre. Or, la réalité, en fait, c'est qu'on a plein de supériorité et d'infériorité réciproques entre deux personnes, mais que ça ne sert à rien de chercher une supériorité absolue, puisque ça ne fait aucun sens. Ça dépend du contexte, du moment, du besoin, etc. Donc, l'idée, c'est de reconnaître qu'il y a des supériorités, des infériorités en matière de compétences. Mais moi, par exemple, je suis inférieur à plein de gens sur la cuisine, par exemple. C'est pas dur d'être supérieur à moi en matière de cuisine. Pour le moment, bon, j'espère progresser, mais pour le moment, je suis totalement nul en cuisine. En bricolage, par exemple, aussi. Moi, je suis supérieur à la plupart des gens. Inférieur, pardon, à la plupart des gens. Je sais très mal. En fait, ce que tu expliques, c'est que à partir du moment où quelqu'un est dans une position hiérarchique supérieure, N+1, N+2, N+3, il a la posture et il prend l'attitude du donneur d'ordre sans forcément en avoir le savoir-vivre, le savoir-être, voire le savoir-faire. J'ai une petite anecdote là pour revenir un peu aux gilets jaunes, etc. Vas-y. Voilà, j'ai été médiatisé là en 2020. Ça a commencé dès le début de l'année, dès début janvier. Ça m'a hyper exposé, ça a hyper personnalisé d'ailleurs les sujets que je porte. Donc c'est un petit peu gênant et je pense qu'en 2021, je vais essayer de faire autrement, qu'on s'intéresse davantage aux sujets à la cause, qui sont les erreurs et les pratiques frauduleuses de Pôle emploi. Et le sujet, c'est pas moi. Hein. Moi, je me débrouille, voilà, j'ai mes procédures, etc. Voilà, donc le sujet, c'est pas moi, mais j'ai été hyper exposé. Oui, mais celui par qui le scandale arrive, il est bien placé là derrière, est souvent beaucoup plus mis en souffrance que le scandale en lui-même. Donc ça, c'est l'histoire des humains. C'est celui par qui le scandale arrive qui prend, pas le scandale. C'est en deux temps. Deuxième phase. Ouais, je vous invite à voir un film génial que j'ai conseillé à mon avocate, qui est le cas Richard Jewell, le dernier film en date de Clint Eastwood, qui est sorti en février 2020. On le trouve en VOD et il est vraiment génial parce que c'est un gars, c'est une histoire vraie. C'est un gars pendant quelques jours, il est passé pour un héros. Et puis, en fait, derrière, il a été soupçonné, accusé, et il est passé pour un
pour un vrai salaud, pour un terroriste. Il a été calomnié. Voilà, je vous raconte pas la suite, la fin, mais c'est très émouvant. Moi, ça m'a fait. Mais la vérité, c'est toujours, c'est galiléen. Hein, voilà, on le sait. Ça passe d'abord, elle est d'abord niée, ensuite décriée, et ensuite elle devient presque une devise. Mais il y a des phases. Toi, tu disais que tu voulais sortir de la sphère médiatique pour plus travailler aux fraudes de Pôle Emploi. Puis ça énerve des gens de trop me voir. Et c'était quoi ta petite anecdote par rapport à ta surmédiatisation? Je suis allé voir l'avant-première du film de David Dufresne, un pays qui tient à Rennes, parce que voilà, David s'intéressait à mon histoire, donc il fallait qu'on papote avant la projection. Et puis, bah, évidemment, je voulais voir son film. Donc j'étais avec des camarades gilets jaunes à la projection. Et puis il se trouve que donc il y avait l'un des personnages. Je dis pas lequel, je vais pas spoiler. Je sais que David aime pas qu'on spoilie, donc enfin spoiler plutôt que spoiler. On spoil. Qu'on spoil. Qu'on divulgage, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc il y avait dans la salle l'un des personnages du film, du documentaire, avec ses parents, avec sa famille. Et à la sortie de la projection, donc on papotait, et je papotais avec sa mère. Et je dis à sa mère, bah, écoute, on va se tutoyer, voilà, donc on parle de violences policières, etc., de tout ça, et puis très sympa. Ensuite, bah, je discute avec quelqu'un d'autre, elle aussi, etc. Puis d'un coup, elle revient vers moi et puis elle me dit oh mais je vous avais pas reconnu, excusez-moi, j'avais pas fait le lien. Et puis tout à coup, elle a changé de posture, comme si elle était impressionnée, ouais. Ben non, c'est dommage. C'est moi qui l'impressionnais parce que je suis passé voilà, à la télé, dans les journaux, etc. Mais moi, je demande pas ça du tout. Je demande pas à ce que on me vous voit par respect, etc. Non, moi, d'ailleurs, j'aime pas ce genre de respect-là. Les hiérarchistes, pour en revenir au hiérarchisme, parlent généralement de respect pour parler en fait de révérence, hein, de déférence, voilà, de courbure, de soumission. Soumission, exactement. C'est pas ça le respect. Le respect, c'est le respect qu'on doit à tout être humain, quel que soit son métier, quels que soient ses revenus, etc. Moi, je parle de la même manière que ce soit un directeur régional de Pôle emploi qu'à la femme de ménage que j'apprécie beaucoup, coucou Martine, de mon agence Pôle emploi. Voilà, donc voilà la petite anecdote. Moi, ça me gêne réellement que des gens aient une posture différente avec moi parce que tout simplement parce que je passe à la télé. Ça fait surtout pas de moi quelqu'un de supérieur parce qu'encore une fois, sur plein d'aspects, moi, je suis très inférieur à la moyenne. Bah, le coup de gueule est passé, et moi là-dessus évidemment je te comprends très bien, et c'est bien que tu le lances et que les gens t'abordent de manière naturelle pour ce que t'es et ce que tu fais, pas parce que y a 4 canards et 3 télés qui ont allumé leur caméra sur le sujet. Ce qui est important, c'est que tu dénonces que Pôle emploi est une institution qui fraude et qui manifeste une volonté de ne pas aider. Voilà, c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut des merdes. Du coup, hein, toujours, et bon, ça s'arrange pas manifestement. Alors, c'est pas encore une fois la faute des conseillers. D'ailleurs, on peut dégager très très vite du temps aux conseillers. Alors, je parlais dans la semaine dernière de culture, de prendre le temps avec chaque usager de bien régler son problème. Et comme ça, on est débarrassé derrière ça de tout appel superflu, des mails superflus, des passages en agence superflus, etc. Donc déjà, on peut gagner du temps par rapport à ça. Moi, je pense à un truc très concret, c'est le formulaire. Et les gens qui ont été concernés, qui le sont, comprendront. Le formulaire de demande d'allocation de solidarité spécifique, le formulaire ASS. C'est ce truc-là, ça fait des années qu'il n'a pas été changé. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vais très prochainement normalement révéler que juridiquement, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, il est très très mal foutu. Les gens n'y comprennent rien. Ils viennent plusieurs fois en agence. Ils oublient généralement l'avis d'imposition, donc ça crée des demandes. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. C'est un truc très chronophage. Il n'y a aucune excuse à ce qu'on n'ait pas changé ce truc-là. Après, on vient se plaindre. On vient se plaindre. Les syndicats disent oui, on n'a pas assez de moyens. Il nous faut plus de, il faut recruter plus de monde, etc. Bon, déjà, on recrute des services civiques. On en a 4 pour le prix d'un conseiller. C'est génial. Très éthique.
Et rien ne va changer, hein, puisque Élise Lucet a bien fait comprendre qu'il ne se passerait rien, puisque depuis l'interview de Gabriel Attal au mois de mai, il ne s'est rien passé. On dit le rapport est confidentiel, vous n'en saurez rien. C'est-à-dire que Pôle emploi vous appartient, hein, puisque c'est votre argent, Pôle emploi. Gabriel Attal, tous ces gouvernants, etc., sont nos employés aussi, puisque c'est nous qui les payons. Donc les deux font un rapport ensemble, mais donc on paye ce rapport, mais on n'a pas le droit de le consulter. Il est secret. Voilà. Donc, ça veut dire que rien ne changera, hein, que Pôle emploi va continuer à exploiter ces jeunes services civiques. Bon, pour en revenir aux besoins en personnel. Bon, évidemment, recruter plus de conseillers Pôle emploi, c'est faire peser. Pôle emploi coûte déjà 5 milliards par an d'argent public, donc c'est faire peser encore un petit peu plus la charge sur tous les citoyens. Ouais, sur les gens. Avant ça, étudions les possibilités d'alléger le travail des conseillers. Et on peut le faire, et on peut le faire très vite, notamment avec des trucs très simples, comme changer ce formulaire ASS, etc. Et j'ai plein d'idées concrètes, techniques, pour alléger le travail des conseillers et faire en sorte que tout le monde soit heureux, que les conseillers soient heureux, que les usagers de Pôle emploi soient heureux, et que les cadres même qui le veulent bien, qui veulent bien travailler, soient heureux aussi. Parce que toi, tu le disais très bien, hein, en ayant travailler au sein des agences Pôle emploi, que ce soit Bretagne ou d'autres, il y en a des solutions. Il y en a, d'ailleurs, c'est en mettant le doigt dessus que tu as commencé à avoir des problèmes, mais il y en a énormément des solutions. Plein. Donc, c'est pas ça qui manque. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, si Pôle emploi vraiment passait la première ou changeait le curseur en disant nous allons devenir aidants, ça serait possible. C'est ce que tu expliques. Ouais, alors après, tu sais, il y a toujours cette hypothèse un peu complotiste. Désolé de revenir au complotisme, mais il y a toujours cette hypothèse, mais qui est une hypothèse qui serait que Pôle emploi fait exprès de mal faire son travail. Pourquoi faire pour que les gens soient dégoûtés et ne veuillent pas rester inscrits à Pôle emploi. Ils cherchent le plus vite possible du travail parce qu'ils sont en souffrance avec Pôle emploi, donc ils se disent je veux plus en entendre. Moi, c'est tordu, hein. C'est tordu, mais par exemple, regarde ce formulaire ASS qui est très chiant. Eh ben, je me dis, quelque part, est-ce qu'on le change pas, tout simplement pour qu'il continue à être très chiant et que les gens qui sont à l'ASS se disent, parce qu'il y a un renouvellement tous les 6 ou 9 mois, ça dépend des gens, mais pour que les gens se disent, j'en ai tellement marre de cette paperasserie, de ce truc compliqué, etc., que je veux en finir avec l'ASS. Donc, je vais retrouver du boulot, etc. Alors, quand je dis ça, évidemment, j'imagine les gens de droite, ah oui, bah, formidable, que les gens qui sont minima sociaux retrouvent du boulot. Bon, du boulot, il n'y en a pas pour tout le monde. Hein, donc, c'est ça le problème. C'est pas parce que Pôle emploi va mal faire son travail et dégoûter les gens que les gens, par magie, vont trouver un CDI. Ben oui, c'est en ça que c'est tordu. Après, voilà. J'entends ce que tu dis dans le sens où, effectivement, derrière la volonté de ne pas faire évoluer les outils aidants, il y a forcément au-dessus une volonté qui donne l'ordre de ne pas... Donc oui, on peut tout imaginer, tout tramer, mais c'est vrai que sur le terrain et tous les jours dans le réel et ici et maintenant, les gens, ils ont besoin de réponses concrètes et le complotisme, ça leur apporte pas de réponse, ça leur apporte des angoisses. Donc l'objectif, c'est de trouver des clés et des outils d'épanouissement et d'émancipation. Non, puis je veux pas croire à cette hypothèse de médiocrité stratégique, quoi. De malveillance stratégique même. Voilà, encore une fois, c'est très peu probable que l'ensemble des cadres de Pôle emploi jusqu'au chef d'équipe puissent être impliqués dans un truc qui devrait rester secret. C'est absolument pas possible. Mais bon, parfois on se pose la question, mais pourquoi personne ne fait rien ? Pourquoi personne ne fait rien pour améliorer cet établissement et puis il y a un mépris sur lequel il faut pas se mentir, que ce soit sur le terrain, en mouvement social, où il y a un mépris pour le peuple, pour le citoyen, il y a un mépris. C'est simple. Je veux dire, on n'envoie pas des chars à eau sur des gens avec des fleurs et des panneaux. Donc, il y a un mépris. Il y a Joël qui posait une question. Moi, je l'affirme, ça c'est en mon nom. Pôle emploi fait-il des statistiques sur le nombre de boulots trouvés aux sans-emploi qu'ils aident? Il l'a famille à Juan Branco, José Manuel. Ah, c'est pas. Alors, oui, il y a des. Alors, en fait, il y a beaucoup. Il y a un grand malentendu depuis très longtemps entre les citoyens et la mission et Pôle emploi par rapport à sa mission. La mission de Pôle emploi, c'est pas de trouver du travail aux gens. Ça, c'est la mission de l'intérim.
de vous dire demain matin, il y a une mission à tel endroit, vous y allez, c'est vu avec l'employeur, que vous n'avez pas rencontré d'ailleurs, hein, et c'est l'agence intérim qui vous place, comme on dit, hein, qui vous trouve du travail. La mission de Pôle emploi, c'est pas de vous trouver du travail, c'est de vous aider à trouver du travail. Voilà. Donc, vous aider à trouver du travail, c'est notamment diffuser des offres d'emploi, en vérifier la légalité. J'ai prévu un article là-dessus, sur la base notamment du travail de la CGT. Non, il n'est pas du tout de la famille, il insiste. Non, 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 non. Je préviens parce que je le vois là, qui surréagit, Rosé. Donc, Pôle emploi n'est pas chargé de vous trouver du travail. Et je ne suis pas de la famille de Jean-Claude Gaudin non plus, hein, l'ex-maire de Marseille. Bah, voilà, comme ça c'est fait. Aucun lien, voilà. Non. Oui, donc la mission de Pôle emploi, c'est pas de trouver du travail aux gens, c'est de les aider à trouver du travail. Donc, notamment en diffusant des offres d'emploi. Donc, c'est normal que les gens disent Pôle emploi ne m'a jamais trouvé de travail. C'est normal, c'est pas la mission de Pôle emploi. Hein, donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, quant à savoir l'efficacité de Pôle emploi en termes de reprise d'emploi, c'est quasiment impossible à définir très précisément. Qu'est-ce qui a aidé quel conseil à un moment a aidé quelqu'un à retrouver plus facilement un emploi? Est-ce que c'est un conseil un jour sur le CV, etc. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc, alors il y a ce qu'on appelle les sorties de liste chaque mois. Donc, les sorties de liste de Pôle emploi. Mais comme les gens ne sont pas obligés de déclarer qu'ils cessent d'être inscrits à Pôle emploi parce qu'ils ont retrouvé du travail, on ne peut pas avoir d'idée non plus précise là-dessus sur le nombre de gens quand ils ne sont plus inscrits. Est-ce que c'est qu'ils ont retrouvé du travail? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont décidé de vivre, pour ceux qui n'ont aucune indemnisation, ni même un minimum social, de vivre sans Pôle emploi parce que ça leur apporte rien? Et voilà, on ne sait pas, on ne peut pas savoir précisément. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a un grand fantasme que moi je n'ai jamais vérifié en 14 ans, c'est le fantasme de Pôle emploi cherche à radier un maximum de gens. Pôle emploi donc sert au gouvernement, au président, quel qu'il soit, à faire baisser artificiellement les chiffres du chômage. Non, moi j'ai jamais vu de consignes qui poussaient à radier des gens pour faire baisser les chiffres. Moi j'ai jamais vu ça. J'ai déjà entendu parler de directeurs ici ou là, de manière marginale, qui font des opérations pour radier. Mais là, c'est de la déviance. Hein. Là, ça correspond pas à une stratégie ni de l'établissement ni du gouvernement. Hein. Mais ça n'a jamais été ça n'a jamais été du tout. D'ailleurs, l'objectif de radier artificiellement. D'ailleurs, les radiations sanctions, il y en a quand même très peu. Alors aujourd'hui, les contrôles se sont intensifiés. Et encore une fois, donc j'en appelle pour la grève des confineurs à suspendre les contrôles, y compris d'ailleurs les études mandataires qui concernent les intermittents du spectacle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose. J'ai mis d'ailleurs un témoignage sur ma page Facebook qui est édifiant, d'une femme que Pôle emploi a broyé. Elle aurait pu, d'ailleurs, ça aurait pu virer au tragique. Et puis, elle s'est relevée et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Elle continue à rembourser ses 23 000 euros quand même de sanctions. Et oui, c'est extrêmement lourd. Donc, là aussi, trêve des confineurs. Là aussi, il faut suspendre ces études mandataires. C'est un truc de malade. Et puis revoir les méthodes, etc., qu'on en discute. Voilà. Mais en tout cas, donc il n'y a pas de stratégie de radiation. Là-dessus, je peux rassurer les gens. Bon, c'est déjà ça, parce que alors c'est pas très rassurant. Ça fait 2 lives qu'on fait où ça balance sur Pôle emploi. Moi, ça c'est une mini bonne nouvelle, mais c'est vrai qu'en termes de 23 000 euros, ça fait Charles Conseil. Qu'est-ce que je voulais te dire? Merci pour ton coup de gueule et le focus et les lumières que tu as voulu mettre aujourd'hui en soutien à tous les intermittents, à toute la couture qui est en souffrance. Pour ceux que ça intéresse, le Philharmonique a publié une étude qui explique à quel point même l'air qui circule à l'intérieur de cet espace est sain et au contraire, c'est un lieu où on serait limite protégé. Donc, s'il y a une incompréhension totale de la part de tous les travailleurs de la culture, de tous les artistes, et tu avais besoin de pousser ton coup de gueule pour ça aujourd'hui. J'espère qu'il sera entendu. Et puis, tu parlais de la distance du ministre de la Culture, de Roselyne Bachelot, effectivement, qui ne s'adresse pas
aux citoyens qui sont concernés par ce ministère. Et c'est dommage parce que les gens ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur explique clairement et simplement les choses. Ils n'ont pas 4 ans et demi. Et ça les propulse dans une urgence quasi vitale. C'est déjà précaire d'être intermittent, on le redit. C'est déjà difficile. Oui, et puis il faut qu'on arrive, mais au-delà des intermittents du spectacle, à beaucoup plus de démocratie, donc justement dans le dialogue direct et régulier entre les citoyens et nos représentants, nos ministres. Bon, j'ai révélé il y a quelques jours qu'en fait, depuis 5 ans, il y a des petites réunions qui sont régulièrement entre Pôle emploi pour les intermittents du spectacle et quelques représentants syndicalistes. Tout ça avait été caché. On se demande bien pourquoi. Quelques représentants ont été très dérangés que je laisse les noms sur le compte-rendu, alors que c'est tout à fait normal en démocratie qu'on sache qui sont nommément les représentants. Donc je ne sais pas ce que ça cache, mais c'est très étrange. Donc il faut arrêter avec ces méthodes, je vais dire un truc un petit peu punchy, mais avec ces méthodes du KKK, hein, où on se réunit sous des cagoules, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas qui fait quoi. Non, mais c'est pas acceptable. En démocratie, il faut qu'on dialogue tous ensemble. Là, il y a pour le spectacle, il y a un grand dialogue à mener, mais bien au-delà, bien au-delà de la seule année blanche, etc. Sur les questions de subordination. Donc c'est à ce sujet-là que j'ai une visio ce soir à 18h. Il y a un grand dialogue à mener avec Pôle emploi, avec le ministère de la Culture, avec le ministère du Travail, avec tous les syndicats de salariés, les syndicats d'employeurs, et avec, au-delà de ça, tous les intermittents du spectacle, tous les professionnels du spectacle, et même tous les citoyens que ça intéresse. Donc il faut beaucoup plus de démocratie, parce qu'on va en avoir, parce que ce sera nécessaire dans les décennies à venir pour réellement faire une transition écologique. Il va falloir aussi une transition en matière de justice sociale, et ça se fera pas sans démocratie. Donc c'est un préalable, donc il va falloir tous s'y mettre. C'est notre avenir à tous, hein, les riches, les pauvres, qui est en jeu. Ben, en tout cas, c'est entendu. Tu nous tiens au courant de tout ça, déjà le 9 février, hein, tu nous diras comment ça s'est passé. Et puis, on reste en contact pour tout ça et la suite des événements. Tu reviendras parler de ton association, évidemment. Ta carte blanche sur éthique, tu le sais, t'es le bienvenu. Donc, merci pour tout et pour ton combat. Et tu reviens de loin déjà, donc que les gens n'hésitent pas à s'affranchir de leur métier quand ils ne font plus sens ou que leur système de valeurs est maltraité. Et là, Yann est la preuve vivante qu'on peut s'en remettre et on peut aller de l'avant et s'émanciper, tout en restant au service des autres, qui était ta mission de départ et ta volonté de départ. Merci beaucoup Yann et à très bientôt. Cette fois de terminer avec toi. Oui, t'as vu, j'ai pas fait de malaise, dis donc. J'ai pas dit je reviens et je te laisse comme un pingouin dans le désert. Ça fait plaisir encore une fois de voir le bateau là derrière toi, parce que tu es. Ça fait rêver. Oui, je suis cachée. Et merci pour la balade à Montpellier samedi dernier. Oui, bah écoute, ça va être pareil samedi. Tu peux faire une balade à Montpellier si tu veux. Cool. Je couvrirai la manif de Montpellier samedi. Merci pour ce que tu fais et à très bientôt Yann sur Éthique et ailleurs. Et on continue à te suivre et à suivre tes actions. Merci. À très bientôt. Je te laisse quitter, il faut cliquer sur le petit bouton rouge, pas méchant. Tu as un petit Live Studio, un petit bouton rouge. Voilà, ça y est, il est parti. Merci à tous d'avoir suivi l'acte 2. Donc, effectivement, l'acte 1 a été coupé précipitamment. Partagez massivement. Pôle emploi, c'est important. C'est une institution qui vous appartient, qui est à votre service aujourd'hui, qui fait mal ses devoirs. Et Yann se bat pour ça. Il alerte et il va vous donner des clés, des solutions. Je voulais vous laisser en ayant une pensée aujourd'hui particulière pour Mel, pour Moon, qui sont sortis, que j'embrasse. Tout mon soutien aussi à Adrien. Tous les médics, toutes les arrestations arbitraires qui ont eu lieu le 12. On pense à vous, évidemment. Et une énorme pensée à Julian Assange, comme vous le savez, pour ceux qui sont au courant. Des rumeurs circulent, donc on ne lâche rien et il compte sur nous tous. Je vous embrasse, à très vite sur Éthique. Ciao.